Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité au 26 juillet 2026, enregistré le 28 juillet 2026. Petit délai, travaux à côté, petite automatisation. Le plus gros changement, c'est que j'ai travaillé sur la mécanisation de l'ajout de résumé sur tout ce qui est la QV AI que j'ajoute à toutes les semaines sur mon blog. Donc, dorénavant, il y a un résumé de 5 phrases qui permet justement de choisir les articles qui sont les plus pertinents pour vous. J'ai mécanisé le tout, donc c'est un peu sur le travail qui fait que je suis un petit peu en retard sur le podcast. Essentiellement, c'est ça. Fait que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. Non, mais c'est pas plus grave que ça. Puis je suis en train de travailler sur d'autres choses à côté pour peut-être rehausser l'expérience du podcast. Anyway, Shameless Plug, 19 septembre, B-Side Montréal, 20-26 septembre, BroCon, le 13-14 novembre, DEFCON, 16 au 19 novembre, European Cyber Week, 1er au 3 décembre, InCyber Canada, et 24-25 février, Secure 2027. Première section sur l'intelligence artificielle et le plus gros morceau de ce qui a occupé la semaine dernière essentiellement, c'est toute l'excitation autour du fait que un modèle d'OpenAI se serait sauvé avec des gros guillemets et aurait attaqué Hugging Face dans les circonstances. Beaucoup de choses ont été publiées là-dessus, beaucoup de drôles de choses incomplètes, de choses imparfaites. Ce que je retiens énormément de cette nouvelle-là, c'est la non-connaissance des gens qui parlent d'intelligence artificielle, du fonctionnement. Non, le moteur ne s'est pas sauvé. Il a été physiquement toujours dans les infrastructures d'OpenAI, n'est jamais sorti. Par ailleurs, dans leur sparring space, dans l'endroit où il était logé essentiellement, les guardrails avaient été retirés pour le tester à la capacité totale. Donc, on voit ce que ça donne. Et incidemment, le sandbox dans lequel il était mis était vulnérable. Donc, il y a tous ces éléments-là à considérer. Et il faut aussi considérer qu'on lui avait donné une mission qui était de remplir ou de répondre à des questions. Et sa façon pour lui, dans laquelle il est arrivé dans son cheminement statistique pour répondre à la question, ça a été de sortir et d'aller chercher l'information directement à la source, notamment sur Hugging Face. Donc, son chemin de réflexion était comme ça. Donc, de cette réflexion-là, il a trouvé une faille, il l'a exploitée, il a été capable de rentrer chez Hugging Face, aller chercher l'information dans laquelle il était demandé d'aller chercher. Donc, déjà là, il y a une drôle d'idée que le sandbox de OpenAI est clairement faible. Le marketing autour de ça, il faut dire que Anthropic et Mythos avaient utilisé une stratégie similaire il y a quelques temps. Sam Altman avait bâché sur Anthropic d'avoir fait un stunt marketing. On se retrouve exactement avec un autre stunt marketing en l'occurrence, donc on est dans une situation qu'on répète une deuxième fois. C'est pas Terminator qui s'en vient, on est très très loin de là. Justement du fait qu'on a trop anthropomorphisé l'exercice, les gens ont parlé de façon un peu à travers leur chapeau, en pensant, en projetant des choses, quand dans les faits, on a mis un agent qui a cherché tout ce qui était possible pour sortir et il l'a trouvé. Donc déjà, il y a une faiblesse au niveau de conception des sandbox chez OpenAI. Ça leur a pris une semaine avant de trouver qu'ils l'avaient fait, donc ça a quand même pris une semaine avant que tout ça s'exécute. Donc la surveillance chez OpenAI est déficiente également. Donc on voit quelques morceaux qui sont améliorés. Et c'est pas nécessairement bâché sur OpenAI, mais de mettre en perspective que ça prend quand même des connaissances très, très fortes pour réussir à contenir un modèle. Après ça, on fait juste le dépluguer puis il va se débrancher, puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a beaucoup d'aspects là-dedans qui est amplifié. D'autres articles ont paru cette semaine, donc je vais pouvoir en reparler au prochain hebdomadaire avec des informations nouvelles, mais dans l'ensemble, c'est un peu où on se trouve sur le fait que la nouvelle est amplifiée. C'est pas si pire que ça. Ça démontre que ces modèles-là sont quand même très puissants. C'est des modèles aussi qui sont entraînés sur des objectifs. Donc, l'atteinte sont comme l'attraction est vers l'atteinte des objectifs. Si on a fixé l'objectif de trouver les réponses, c'est essentiellement ça qu'il a fait. Donc, il ne faut pas y voir quelque chose qui s'est sauvé parce qu'il tentait de se sauver, qu'il a laissé des notes pour lui-même. Tous ces comportements-là sont globalement relativement, pas anodins, mais prévisibles dans le contexte dans lequel on est. Donc, il n'y a pas de grands éléments supplémentaires. Par ailleurs, ça n'enlève pas le fait que ces modèles-là sont capables de trouver des vulnérabilités parce qu'ils sont entêtés, vont chercher toutes les petites failles. Puis on l'a déjà dit, notamment avec Mythos, que ça va se faire comme ça. Donc, ça change l'univers à bien des égards.
Ça veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus rigoureux sur l'infrastructure qu'on fait. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus travailler sur l'encadrement de ces technologies-là et cette capacité-là où le fait de ne pas donner accès à Internet, par exemple, à ce modèle-là ou à cette capacité-là d'aller sur Internet pour limiter un peu le problème dans lequel on a rencontré par rapport à tout ça. Mais bref, d'autres analyses vont sortir, d'autres éléments vont sortir dans les prochaines semaines qui va être intéressant de pouvoir justement aborder ça et approfondir davantage et de réaligner aussi tout ce qu'il y en est et tout ce que c'est. Mais ça n'enlève pas le fait que les modèles sont rendus puissants, mais les modèles ne sont pas autonomes. On est encore très, très loin de là. Il y a eu une directive qui l'a poussé là. L'autre aspect à ça, ce qui était intéressant, parce que Hugging Face, au début, ne comprenait pas ce qui se passait, et donc on travaillait pour réussir à bloquer et à agir sur ce qui se passait sur leurs infrastructures. Et l'ironie, c'est qu'ils ont dû utiliser des modèles chinois OpenWave, notamment GLM dans ce cas-ci, dans lequel ça leur a servi pour faire les analyses, puisque les modèles frontières ils ont des guardrails trop puissants et qui sont quasi inutilisables en cybersécurité à l'heure actuelle, puisque ceux-ci sont bloqués. Donc, on se retrouve dans un contexte où les modèles OpenWave chinois ont été mis de l'avant et donc sont beaucoup plus intéressants pour ça. Donc, on est dans un contexte l'œuf ou la poule et de voir comment, bref, on va atterrir tout ça ensemble, comment tout ça va prendre forme et comment tout ça va évoluer. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et comment on va agir en conséquence et comment tout ça va se placer. Et il y a d'autres nouvelles bref, qui fait un peu en croisé avec ces nouvelles-là spécifiques, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit la fin du monde. On n'est pas sur le point d'être envahi par les robots. Loin de là, mais il y a des gestes à poser sur nos infrastructures, mais ceux-ci étaient déjà connus depuis plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois. Donc, il n'y a pas tant de surprises. En tout cas, bref, ceux qui sont surpris étaient en dessous d'une roche, en ce sens-là. Autre sortie d'un sandbox, Claude Cowork sur Mac a réussi à sortir de son sandbox. Donc, le sandbox était insuffisant. Encore là, on est dans un contexte plus personnel, mais de voir que ces sandbox-là sont encore incapables ou pas réfléchis pour contenir ces modèles-là. C'est pas impossible de les contenir, c'est juste qu'ils n'ont pas été réfléchis de la bonne façon, essentiellement. Des articles au niveau de la recherche. Cette semaine, j'en ai 4 qui sont très intéressants. C'est la sécurité, le codage ou le vibe coding sécuritaire est énormément influencé par le prompting. Donc, certains promptings vont amener plus de vulnérabilité que d'autres. Donc, c'est intéressant de voir que la façon qu'on s'adresse à la machine va avoir une influence sur la qualité du code qui est généré. Donc, l'étude est très intéressante, la recherche est très intéressante. Ensuite, comment les universités abordent les guidelines qui sont au niveau du privacy et la sécurité, au niveau de l'usage génératif dans le milieu académique. C'est très intéressant de voir le pushback, tout ça. Fait qu'allez lire, il y a beaucoup de leçons apprises là-dedans qui sont intéressantes, dans lesquelles on peut s'inspirer et dans lesquelles on peut avancer. Donc, avancer nous-mêmes notre façon de nos propres guidelines autour de ces stratégies-là pour avoir un sain encadrement de ces technologies-là dans un contexte comme ça. Au niveau du désapprentissage, il y a eu une étude qui a été faite ou une analyse qui a été faite sur le désapprentissage. Ça a été fait quand même plusieurs mois, c'est pas plusieurs années que ça se parle et que ça se travaille, cette stratégie-là, de retirer des souvenirs dans les grands modèles pour se soustraire des données qui n'auraient pas dû être utilisées pour l'entraînement ou peu importe la raison qui en cours de chemin, qu'on trouve que cette mémoire-là, la donnée d'entraînement doit être retirée du modèle. Il y a des techniques, il y en a plusieurs. Le papier les explique quand même assez bien. Par ailleurs, ce qu'on veut tester, ce qui était intéressant, puis c'est pour ça que j'ai retenu la nouvelle, c'est que le modèle ne désapprend pas l'information. Le modèle ne fait juste ne pas la fournir. Donc, il fait juste un blocage purement genre « je ne veux pas te répondre » plutôt qu'un contexte où la donnée n'est plus dans le modèle. Donc, on est capable d'aller la rechercher quand on réussit quand même à aller chercher. C'est très intéressant. C'est des recherches, c'est des choses de pointe. Donc, c'est intéressant à savoir et comment nuancer un peu quand on va parler de façon qu'on peut faire oublier un modèle. Dans ce cas-ci, encore là, c'est pas tout à fait encore à point ce genre de choses-là. Et dernière nouvelle, c'est une analyse du modèle de qualification automatique dans un centre d'opération de cybersécurité. COCD pour les gens au Québec ou SOC pour le restant des gens. À savoir comment c'est fait, c'est un modèle qui utilise la classification automatique, celle utilisée par Defender
Donc, c'est une étude par rapport à ce que Microsoft utilise, comment ça évolue et comment ça change. C'est intéressant parce que ça nous donne une perspective de comprendre comment les modèles se font, la classification se fait. Donc, en comprenant comment la classification se fait, on est capable de bien savoir si le modèle était à la bonne zone qui nous concerne, parce que c'est des modèles qui sont quand même entraînés sur des choses un peu plus généralistes que chacun de nos situations spécifiques. Et c'est pas sans rappeler le podcast que j'ai enregistré avec François Labrèche, qui justement parlait de ce type-là, de comment les autres traitent à grand volume les données et partagent cette information-là. Donc, allez-vous aussi voir ou écouter plutôt ce podcast-là, qui est très intéressant, qui aborde ce sujet-là, ou allez voir sa conférence du NordSec, qui est disponible, je crois, est disponible en ligne. Si ce n'est pas le cas, elle va l'être éventuellement de toute façon. Donc, bref, c'est terminé sur les papiers de recherche. Le restant du blog sur l'intelligence artificielle, le kill switch par le gouvernement Trump. Donc, c'est un peu dans le regard, dans la même discussion par rapport à ce qui s'est passé avec OpenAI, à savoir le gouvernement à quelle capacité. Puis peut-être pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, parce qu'à la limite, ce qui s'est passé vraiment, c'est un acte criminel qui a été posé par OpenAI sur les infrastructures de Hugging Face, parce que c'est du vrai hacking, même si c'est la machine qui l'a fait, il demeure que la propriété et l'acte de source est comme ça. J'ai hâte de voir aussi si ça va être abordé. Mais bon, un kill switch, ça peut être intéressant. On est encore dans le contexte de export control, le contrôle du gouvernement sur ces technologies-là. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer dans le temps, comment on va utiliser ces éléments-là. Autre nouvelle, un peu dans la même lignée avec Hermeses, qui aurait attaqué le gouvernement thaï, qui aurait réussi à le faire en mode YOLO, en mode qui s'attaque tout seul. Et c'est un peu la démonstration de la puissance des modèles plus agentiques qui vont être capables de se relancer eux-mêmes et de fonctionner tout seuls. Donc, dans ce cas-ci, d'attaquer un élément, dans ce cas-ci, c'est le ministère des Finances de Thaïlande. Par ailleurs, c'est pas un modèle seul, donc de voir comment ça se constitue, comment le modèle d'OpenAI, donc tout ça en perspective, on voit qu'on a des outils de plus en plus puissants et que la sécurité devient de plus en plus en avant. Donc toute la négligence qu'on a eue pendant tant d'années va finir par nous rattraper avec ces modèles-là qui sont ultra efficaces à trouver tout ce qu'on a oublié parce qu'ils sont entêtés. C'est pas des humains, donc ils vont tester tout ce qui est possible. Et ça revient un peu à ce que je disais dans les semaines précédentes. Donc, on va avoir un changement de paradigme très important. Fait que tous les raccourcis de sécurité qu'on a pris dans les dernières années vont finir par nous mordre parce ça va nous exposer en pleine face, essentiellement. Ça, c'est une belle démonstration de ce qui s'en vient et la capacité que les gens ont de plus en plus. Et quand on embarque avec un Mrs, par exemple, on va être capable de rouler des modèles locaux. Donc, on parlait justement avec le fait que Hugging Face a dû utiliser GLM pour faire son enquête. Mais on va retrouver le fait que les modules OpenWeight sont quand même assez puissants et permettent d'aller quand même assez loin et d'alimenter ces stratégies-là. Bref, pourquoi bloquer les modèles AI ne changera pas la menace, puis ça revient un peu rejoindre sur toute la discussion sur OpenAI, sur le kill switch. Bref, c'est un peu tard parce que le génie est sorti de la bouteille, donc c'est plus difficile de leur rentrer. Où on a ouvert la boîte de Pandore essentiellement, si on peut prendre une autre analogie. Puis celle de la boîte de Pandore, c'était peut-être un peu plus exact puisque on est dans un contexte où on a ouvert des problèmes de façon massive. On ne peut plus les refermer justement par les modèles OpenWeight qui sont disponibles allègrement à l'heure actuelle. Donc, on est dans un contexte où tout a changé. Donc, le paysage a changé. On n'est plus à la même place. Donc, il va vraiment falloir changer la façon qu'on aborde la cybersécurité, comment on aborde la protection de nos données, comment on aborde les infrastructures. Puis, je pense qu'on est encore un petit peu en retard à bien des égards. On n'est pas tout à fait au bon endroit. Bref, plus que 400 pages sont sorties sur le Linux de kernel, le kernel de Linux. Excusez, je l'ai lu en anglais. Le fait qu'il y a autant de nombre de patchs qui sont sortis en aussi peu de temps est un signe que les AI commencent à alimenter et à durcir nos infrastructures. Donc ça, c'est le côté positif qui arrive, qu'on va être capable de durcir de façon massive les infrastructures qu'on a. Donc, on a une course de se dépêcher à durcir le plus qu'on peut nos infrastructures pour se protéger contre ce qui s'en vient, contre des attaques qui vont devenir de plus en plus virulentes et de plus en plus efficaces pour casser nos systèmes. Le UK Easy et les Kezi ont fait une analyse préliminaire du Kimi K3 sur ses capacités cyber. À l'heure actuelle, il est un petit peu au-dessus de GLM et bien en dessous des capacités des modèles frontières américains. Par ailleurs, comme on le voit, ça a servi quand même dans le problème de Hugging Face.
Ils ont des capacités, c'est peut-être juste de trouver où le ratio, mais ces analyses-là, bref, allez lire l'analyse au complet elle était intéressante, mais remet en perspective un peu les choses, mais on est quand même capable d'avoir notamment Kimiki 3, K3, des capacités très importantes à moindre frais et avec peut-être à terme réussir à avoir les mêmes résultats qu'on pourrait avoir qu'un modèle frontière, puis savoir aussi comment on va aborder les modèles frontières. Est-ce qu'on a mis des plus petits modèles? Bref, il y a beaucoup de réflexions aussi à avoir de ce côté-là. C'est pas une ligne de pensée, c'est non linéaire, c'est très graphe comme réflexion. Fait que je trouve ça très intéressant. Parce que c'est mon mode de pensée. Mais bref, de voir ce qui s'en vient devant nous, ça va pas prendre plusieurs chemins. Et il y a plusieurs chemins à prendre aussi. L'autre nouvelle un peu plus défensive, de juste voir les agents AI n'est pas suffisant. Il faut être capable de enforcer. Puis ça revient aussi un peu avec le fait ce qu'on a vu avec OpenAI. On est vraiment dans le même ensemble de réflexion de nouvelles qu'il y a eu la semaine dernière. Donc c'est vrai, les agents sont mal contrôlés en réaction. On a vu beaucoup de cas comme OpenClaw et Emersys qui mal contrôlés vont briser beaucoup de choses. C'est à réfléchir. Il y a un modèle de réflexion sur le contrôle des accès qui est différent. Je l'ai déjà abordé dans les semaines qui ont précédé. C'est pas la première fois que je l'aborde, mais c'est un rappel qu'il faut enfermer ces modèles-là correctement avec des modèles de permission qui sont corrects et qui sont étanches, puisqu'on a vu avec le modèle OpenAI que l'étanchéité est très, très importante en l'occurrence et qu'il faut limiter la capacité d'avoir ça. Et une des analogies que j'avais vues, que j'avais trouvé très intéressante, justement, de parler du modèle OpenAI, je jump un peu en avant et en arrière. C'était le fait on mettait un serrurier dans une cellule de prison, mais que la serrure lui était accessible et il y avait ses outils. Donc, essentiellement, la réalité d'une cellule de prison efficace, c'est que la serrure n'est pas disponible pour la personne qui est dans la cellule. Donc, on l'empêche de pouvoir brute forcer l'accès, de sortir de sa cellule essentiellement. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là qu'il faut peut-être réfléchir. Comment ça réfléchir les agents et comment réfléchir les sandbox qui sont corrects, qui ne sont pas capables d'être sortis ou qui ne sont pas capables d'être explosés d'une façon ou d'une autre, puisqu'il n'y a pas de capacité à le faire. Dernière nouvelle de cette section-là, connecter un agent, puis on est encore dans l'agentique, plus qu'on le branche à des services, surtout des services externes, plus on augmente la zone de déflagration. Ça revient un peu dans la même idée. Ces agents-là peuvent partir en couille, peuvent vider votre compte de banque, peuvent faire des affaires, peuvent partir n'importe où. Donc, on revient à contrôler les accès le plus possible. On est toujours dans cette réflexion-là. Puis je pense que ce qui s'est passé avec OpenAI est un bon réveil. J'espère que ça va avoir l'effet désiré. J'ai hâte que le hype va sortir de là, qu'on va retenir les vraies leçons utiles, les leçons utiles de cette expérience-là, mais qui vont nous amener ailleurs et qui vont nous permettre d'améliorer nos pratiques en cybersécurité, qui vont permettre de nous améliorer nos pratiques en sandboxing, qui vont permettre d'améliorer nos pratiques en tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, puisque je pense que c'est ça le nerf de la guerre. On a besoin de changer de paradigme et on semble vouloir refuser, en tout cas, on a mis de la misère à pivoter, à changer de paradigme. Bref, section sur la guerre, une nouvelle. Les applications chinoises et russes ou avec du code russe et du code chinois ciblent des militaires américains. C'est pas nouveau le fait que cette capacité de sous-traitance ou le capitalisme et la mondialisation extrême dans laquelle on vit à l'heure actuelle mène à ce qu'il y a beaucoup de morceaux de code développés à travers le monde qui se retrouvent dans des contextes qui devraient être plus souverains à l'heure actuelle. Étonnamment, comme ça, c'est comme le fait que, puis la nouvelle que j'ai déjà abordée, au moins une fois, c'est pas plusieurs, le fait que Microsoft a embauché des Chinois pour faire les services du côté de l'armée américaine. Il y a d'autres éléments qui sont absurdes à leur façon, dit comme ça, mais dans un contexte corporatif, font du sens parce qu'on a le capitalisme force à la réduction des coûts pour augmenter les profits. Donc, dans ce cas-ci, ça leur a amené cette décision-là. Donc, le capitalisme a ses défauts et si on n'a pas les guardrails au niveau du capitalisme, on se retrouve avec des contextes comme ça. Et encore là, si les plus bas soumissionnaires pour avoir les applications, alors c'est sûr qu'on va se retrouver avec des applications chinoises ou des codes chinois et des codes russes dans les applications des militaires américains. Donc, bref, il faut être très prudent. Je pense qu'on a une réflexion à détricoter un peu cet appétit à la globalisation dans laquelle on a eu et au capitalisme effréné qu'on a eu dans les dernières années. Je pense que ça va commencer à nous mordre davantage et nous placer dans une situation peut-être un peu plus précaire qu'on aurait pu anticiper, surtout avec les changements géopolitiques actuels. Quand ça allait sur l'ancien monde avant le schisme qu'on a eu il y a 1 an et demi de ça, ben avant ça, c'est peut-être on pouvait quand même avoir un certain degré de confiance. Là, on n'est plus dans ce degré de confiance-là. Donc, il faut là aussi changer notre paradigme de réflexion. Comment on aborde, comment on voit les choses autrement. Bref,
Section sur la souveraineté, il n'y a eu rien la semaine dernière. Section sur la privacy, 4 articles sur Flock, essentiellement là, un sous-bloc sur Flock sur le fait que ça a été utilisé dans des gymnases d'enfants pour faire des sales pitch. C'est real, on a un peu parlé avec Cyber Citoyen, je suis outré de cette façon-là. On est rendu dans un univers où la valeur humaine, les valeurs humaines ont été complètement bousillées. Et donc, ça l'amène tout ce contexte-là, c'est vraiment très particulier. Mais bref, je me sentais le besoin de leur dire parce que ça m'avait dégoûté. Et ça me dégoûte tout en plus de voir cet élément-là, d'à quel point, bon, bref. Un homme républicain, j'aime bien le fait qu'ils disent républicain dans le titre de l'article, mais bref, de 77 ans, milite contre les caméras Flock et sa stratégie, et je la trouve sublime parce que ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il a pris sa pôle de piscine et il a mis une pancarte dessus en disant que Flock, je veux pas te voir, et il le met devant la caméra Flock. Essentiellement, c'est de la manifestation pacifique. J'aime beaucoup cette façon-là parce que c'est une très belle façon de démontrer, de passer son message, de faire changer les choses, tout en étant pacifique, tout en étant paisible. Donc, c'est la plus belle démonstration dans une démocratie qu'on est capable de manifester, d'exprimer des choses, tout en ne brisant pas, tout en ne faisant pas de graffiti, en faisant du vandalisme. Dans ce cas-ci, je trouve ça sublime et je crois qu'on devrait capitaliser sur cet effort-là de non-vandalisme et de non-brutalité et de non-violence pour faire valoir les messages. Je pense qu'on a un oubli qu'on a fait de ce côté-là. Je pense qu'on a intérêt à revenir à des manifestations de ce type-là. Bref. Sinon, de l'autre côté de ça, il y a de plus en plus de caméras Flock qui se font vandaliser et finalement, Flock retire le volet de détection d'armes à feu. Justement parce que ça venait créer des situations compliquées, disons, et de conditionnement sur les forces de l'ordre qui venaient intervenir dans un secteur, amener un peu plus de violence qu'il en aurait dû en avoir dans l'intervention. Bref, retrait de ce modèle. Fin de tout ce qui est sur Flock. Graphene OS revient cette semaine sur deux nouvelles importantes. La première sur le fait qu'ils vont durcir les appareils hors pixels, notamment par le chiffrement du contenu, et qu'une fois qu'il est locké, ce contenu-là est inaccessible. Ça revient un peu à mettre à même niveau que les autres types d'applications OS mobile. iPhone, c'est déjà comme ça. Donc, c'est un peu à monter à parité avec la sécurité qu'on retrouve en général et qu'on s'attend de ces appareils-là, notamment. Et la deuxième, un Américain est accusé d'avoir utilisé justement encore Graphene OS et d'avoir donné un code aux agents frontaliers qui essentiellement effaçait son téléphone une fois ce qu'on appelle un code REST. Donc, à ce moment-là, il est accusé de ça. Cela étant dit, quand on est dans des services frontaliers et qu'on efface devant eux les choses, effectivement, on se place dans une situation précaire d'un point de vue légal. Je pense que la personne n'est pas dans un bon endroit parce que ça va justement lui causer des soucis puisque c'est essentiellement illégal ce qu'il a fait. Ou en tout cas, bref, ça paraît pas bien. Si vous voulez vraiment traverser les contrôles frontaliers, n'ayez pas de téléphone que vous avez besoin d'effacer, surtout devant eux, justement, pour pas élever ce genre de choses-là. Fait que cette personne-là va probablement se ramasser un petit moment en prison. C'est un peu plate, mais c'est un rappel aussi qui, même si on a ces capacités-là, faut pas l'utiliser ou faut l'utiliser dans ces contextes-là dans lesquels ça devient évident qu'on l'a fait. Donc, qu'on a posé le geste en question, surtout qui est considéré comme étant illégal en l'occurrence. Tile, la sécurité des éléments de tracking Tile est médiocre au mieux. Notamment parce que l'information est transférée de façon non chiffrée, ça communique tout, donc c'est un cauchemar au niveau de la vie privée, c'est une chose pour les stalkers, pour les personnes qui suivent de façon non autorisée. Donc c'est un problème. Cela étant dit, c'est très difficile de concevoir des appareils comme ça qui ne sont pas détournés pour des fonctions toxiques et on voit que la réflexion préalable qui aurait dû être nécessaire pour créer cette technologie-là n'a pas été faite jusqu'au bout. Même Apple, avec ses AirTags, ont rencontré un certain nombre de problèmes de cette nature-là et ont réussi quand même à les corriger en partie. Mais il demeure que c'est très compliqué de faire ça et dans ce cas-ci, les autres ont littéralement je dirais pas échoué, mais ça semblerait que c'est pas très fort ce que c'est. Bref, allez voir justement pour vous
sensibilisés à cette situation-là. L'Union européenne est sur le point de déverser un ensemble d'informations de surveillance des citoyens européens aux Américains pour des prétextes de facilité de transport transfrontalier. Au Canada, déjà dans ce contexte-là, fait que je ne peux pas parler de notre situation, mais en Europe, ce contexte-là où l'information des Européens est mieux protégée des yeux des Américains, le fait d'ouvrir ça trop grand et peut-être pas surtout au moment actuel au niveau des problèmes de tension américaine, c'est peut-être pas un bon moment d'ouvrir et surtout que les Américains ne respectent pas le même niveau de protection des informations personnelles que les Européens, donc une disparité. Et les Shields, d'ailleurs, Privacy Shield, ont tombé de façon successive parce qu'ils ne justement protégeaient pas suffisamment les informations des Européens par rapport aux lois américaines, en l'occurrence. Cory Doctorow a publié un article sur la loi sur les data brokers en Californie. Essentiellement, c'est une critique quand même assez sévère de la loi puisque celle-ci n'empêche pas les data brokers, c'est juste un contrat de retrait, donc c'est un opt-out que la loi force et qui est très compliqué. Il explique un peu le processus qui est administrativement douloureux pour arriver à retirer nos informations des data brokers, ce qui est en opposition à ce qu'une loi de l'ère Biden qui avait été mise en place pour littéralement interdire ce type d'usage-là. Parce que un des problèmes qu'on a, la surveillance, tout ça, vient essentiellement de ça. Donc, c'est un énorme problème. Allez lire parce que c'est très intéressant, c'est très riche comme analyse de voir comment on devrait encadrer et voir bannir littéralement l'usage de ces grands pools de données-là qui sont utilisés de façon plus ou moins légale, parce que tout dépendant des data brokers, le respect des lois est plus ou moins souple, tout dépendant de ce qu'ils font. Dernière nouvelle de cette section-là, sur l'encryption bout en bout, l'article est très intéressant parce que ça amène beaucoup de facettes qu'on ne parle pas suffisamment du chiffrement bout en bout, dans lequel, dans certains cas, ça ne veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Donc, il y a beaucoup de clarification autour de tout ça. C'est super intéressant de voir comment c'est mis en œuvre, qu'est-ce qu'on fait et comment ça se met en place, surtout dans le contexte de débat comme il y a Chat Control en Europe qui sort et qu'on a des lois au Canada et en Angleterre et aux États-Unis aussi d'ailleurs, qui essaient de contourner un peu cette facette-là. Donc, c'est très intéressant d'avoir la connaissance qui permet. Fait que cet article-là est super intéressant pour ça. Bref, je vous conseille très fortement d'aller lire. Section sur la loi. On a quelques petites affaires pour la semaine dernière. La première, c'est au niveau canadien. C22, un article de Michael Gis qui revient un peu sur le même type d'opinion, en tout cas même axe d'opinion que la mienne. Je trouve ça très intéressant qu'il l'aborde comme ça. Lui abordait sur le fait que les Américains commencent à critiquer cette loi-là. Il n'a pas tort, la loi a beaucoup de défauts. Et comme moi, il concède sur le fait que ça va pas devenir des arguments de négociation dans les accords commerciaux dans lesquels on essaie d'avoir présentement. Donc, ça pourrait être utilisé à ce moment-là. Et l'autre, le Canada a signé le traité du cybercrime de l'Union des Nations Unies qui avait été amené par la Russie il y a déjà quand même un certain temps. Et cela, c'est des capacités de surveillance des États plus toxiques, si on veut, sur les pays autour. Donc, c'est peut-être pas une bonne nouvelle qu'on ait signé ça de façon aussi les yeux fermés que ça. Mais bref. On a comme changé de mode au Canada sur lequel on est beaucoup plus sur la surveillance que ce qu'on a déjà été. Donc, bref, il y a des changements de paradigme qui ont lieu. Donc, en tant que citoyen, ça serait peut-être bien de s'insurger s'il y a lieu par rapport à cette situation-là, si ça vous chatouille autant que ça me chatouille. Bref, autre nouvelle sur l'Inde. Dans ce cas-ci, l'Inde a banni BitChat, exigé à GitHub de le retirer en 3 heures. Et essentiellement, BitChat a changé de lieu d'hébergement dans lequel il est en dehors de la capacité de l'Inde de bloquer en l'occurrence. Ça l'amène des discussions intéressantes puisque dans ce contexte-ci, c'est un système de communication non centralisé qui fonctionne essentiellement sur le Bluetooth, qui est difficile à bloquer et qui a permis les manifestations en Inde de pouvoir avoir lieu. À savoir, est-ce que les manifestations en Inde, ça, la légitimité de tout ça, je ne suis pas placé pour en parler. J'ai aucune idée en plus, même au-delà du fait de pas, c'est pas mon univers du tout. Cela étant dit, c'est de voir à quel point les États ont de la difficulté à répondre au changement de paradigme et les États ont pris goût
à la surveillance. On l'a vu dans d'autres nouvelles cette semaine, dans la semaine dernière. Les États prennent de plus en plus goût à la surveillance, au contrôle des populations et d'encadrer de façon très rigide avec le numérique la vie des citoyens. Donc, on le voit aussi. Pas que je qualifie pas la manifestation en termes de soi, mais c'est peut-être la réaction de l'État indien à ça et de vouloir bloquer un outil technologique. Dans quel cas, il est même open source. C'est très difficile de voir comme ça. Mais bref, c'est une réflexion à voir comment on va travailler un peu ou voir comment tout ça va se matérialiser dans le temps et comment on veut amener nos sociétés, où on veut aller dans la mesure où on a une certaine forme d'a priori de liberté, de démocratie. Bref, dernier sous-bloc, celui c'est sur le fait que l'Union européenne a mis à l'amende Google à la hauteur de 1 milliard, ce qui n'est pas énormément d'argent pour Google. Par ailleurs, il y a eu une réponse du gouvernement Trump sur laquelle ils disent que c'est une façon des Européens d'extraire de la valeur des compagnies américaines, ce qui est probablement pas faux. Mais par ailleurs, ça devient un poids très fort et les lois dans lesquelles sont placées là, pourquoi Google est mis à l'amende, c'est le fait qu'ils avantagent leurs propres produits par rapport aux concurrents. Donc, effectivement, les concurrents de Google sur certains services sont très contents de revoir une libéralisation de marché. C'est un peu la nature de ces lois-là, d'ouvrir le marché, d'ouvrir la capacité à la concurrence, parce que c'est ça qu'on veut. On veut une diversité de solutions pour avoir les meilleures solutions qui émergent et pas du monopolistique. Et c'est aussi une démonstration, puis nonobstant le fait que le gouvernement américain va utiliser ça comme levier de négociation pour des tarifs, le gouvernement américain a essentiellement abandonné le fait d'appliquer les règles antitrust, donc ces grands monopoles-là qui sont problématiques. Ça ne va pas s'en rappeler le fait les Babybel, notamment il y a très longtemps. Et plus récemment, Microsoft, plus récemment, toute chose est relative, là, parce que pour moi, c'est dans ma sphère où j'étais sur les lieux de travail où Internet Explorer a été détaché du fait qu'il était très collé à l'intérieur du OS. Donc, de voir cet appétit-là pour le gouvernement américain de faire appliquer les lois anti-monopole et lequel cas ils ont abandonné, les lois européennes maintenant viennent prendre le relais sur ce type de choses-là. Donc, c'est une bonne chose. Et en plus, pour voir à quel point Google est repentant, ils ont déjà commencé à travailler, à mettre en œuvre les différentes mesures qui sont correctes par rapport à la loi aux lois européennes. Et c'est de démontrer la volonté, dans le fond, le fait que Google ne respectait pas. Et si on n'a pas de capacité de punir de façon suffisante, ces compagnies-là vont continuer à faire des gestes qui sont anticoncurrentiels. Donc, c'est une bonne chose, même si ça va mener nécessairement probablement à des tarifs de la part du gouvernement Trump. Je suis d'avis qu'il faut défaire ces habitudes-là que ces grands monopoles-là ont pris avec le temps, donc de rééquilibrer les marchés. Bref. Fin des sous-sections. La France devient le premier pays européen à bannir les médias sociaux sur les 15 ans les moins de 15 ans. J'ai déjà largement parlé de ces nouvelles-là, juste pour signaler le fait que maintenant c'est un fait. Ils sont rendus à ce point-là. Et la dernière nouvelle de cette section-là, les Américains viennent de retirer les visas à tous les cybercriminels qui ont été ça. C'est une drôle de mesure. Je pensais pas que les criminels étrangers bénéficient tant que ça, mais bref, c'est une drôle de stratégie, surtout pour avoir fait que les Américains ont ramené de façon par des superjuges plusieurs criminels, cybercriminels par le passé, et les attirer en sol américain pour pouvoir les arrêter. Donc bref, je sais pas, c'est une technique comme une autre. Section rouge. Deux petites nouvelles. La première, des chercheurs ont trouvé une façon de changer un logiciel légitime sur Mac par une façon illégitime. Selon Apple, c'est du social engineering, donc ils n'interviennent pas tant que ça. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il a fait, puis probablement que la force des choses va peut-être faire bouger Apple en l'occurrence. L'autre nouvelle, puis celle-là, je la trouve très intéressante. Je l'ai amenée parce que même si elle est peu probable, elle est intéressante comme scénario d'attaque, c'est-à-dire que un client d'un cloudeur pourrait causer des pannes électriques, essentiellement en faisant une consommation électrique de façon très particulière dans un data center avec une très grande charge massive, puis de déstabiliser le réseau électrique aux alentours. C'est très intéressant de voir
scanner comment on peut jouer avec ces affaires-là et comment on vit dans un système qui est très, très relié. Donc, l'électricité vient toucher toutes ces affaires-là. Bref, cette section bleue, première petite sous-section, le cool-down qui est fait. Les NPM ont un cool-down de 3 jours et vont bloquer, dans le cas de PyPy, 14 jours les changements. Au bout de 14 jours, il n'y aura plus d'ajout. Donc, ces mesures-là viennent limiter un peu les stratégies d'attaque qui ont été largement publicisées dans la première moitié de cette année. Par ailleurs, c'est un peu comme un des deux articles dit, c'est un peu un théâtre de sécurité, ce qui n'est pas faux parce que ça ne vient pas régler les problèmes. Cette stratégie-là ne règle pas le fondement du problème et ne nous sort pas du fait qu'on doit regarder, qu'on doit faire des travaux, qu'on doit sécuriser l'ensemble. Donc, c'est pas parce que ces mesures-là sont en place que maintenant on peut revenir à nos anciennes habitudes plus à risque. Nous sommes toujours à risque, on ne met pas en place des mesures beaucoup plus robustes qui nous permettent justement de nous protéger adéquatement. Bref, c'est un temps de réflexion, c'est pas un raccourci. Apple corrige un problème avec ses Hide My Mail. Semblerait que c'est un rebound qui apparaît dans les logs du serveur qui permet de voir l'adresse d'origine. Et les anciennes adresses ne sont pas les adresses qui ont été faites avant la correction ne sont pas nécessairement protégées par la correction qui est faite. Ça a bougé que parce qu'il y a eu une chose médiatique. C'est pour ça que je mentionne que peut-être que Apple va corriger l'autre problème sur le remplacement de package par des packages hostiles. S'il y a suffisamment de publicité. Et par ailleurs, il y a une poursuite, un recours collectif qui est fait contre Apple parce qu'il semblerait qu'Apple est au courant du problème depuis plus qu'un an. Donc, bref, il y a cette facette-là. Lors du FirstCon, je crois, le framework Inform du MITRE a été mis de l'avant comme étant un moyen d'encadrement pour optimiser les opérations en sécurité. Fait qu'allez voir ça, c'est super intéressant. Là, c'est comme Circuit que j'ai parlé la semaine passée, donc dans cette conférence-là. Et c'est probablement une conférence que je vais rajouter à mon circuit de conférences annuel pour aller voir parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant qui ressort de là et que je vois de seconde main. En l'occurrence, dernière nouvelle de cette section-là, OVH partage sa stratégie pour corriger le problème de GenuScape, qui est essentiellement un problème d'hyperviseur. Et de le partager ça publiquement, c'est le CISO, avec qui j'ai déjà d'ailleurs accueilli sur le podcast. Une personne super intéressante, avec une très belle vision. Cela étant, je trouve ça super intéressant qu'ils le partagent de façon publique comme ils le font parce que ça va aider les plus petites structures à voir comment les très grandes structures s'organisent dans des situations complexes et de façon massive comme ça. Et donc, de s'en inspirer, de pouvoir rehausser leurs propres pratiques. Fait que je trouve ça une très bonne idée d'ouvrir le kimono, si on prend une expression anglophone, et justement de partager cette information-là plus publiquement. L'open source, le partage d'informations est probablement le meilleur façon dans laquelle on peut s'améliorer en technologie, de protéger nos infrastructures. Bref, dernière section d'hiver où je ne savais pas quoi faire avec. 2 nouvelles. La première sur le fait, la confrontation entre le board et le ciseau. Je trouve ça intéressant. Je regarde l'article, je n'irai pas très profondément là-dedans parce qu'il y a effectivement un problème, un conflit, une incompréhension. Il y a des choses de communication et des choses techniques. Bref, il y a encore cette drôle de place-là ou le drôle de rôle que le ciseau. Pour jouer ce rôle-là dans certains de chez mes clients, c'est particulier. Ça demande du doigté, ça demande beaucoup de communication, ça demande des habiletés que je crois qu'on ne met pas assez d'énergie comme nous amener là. Mais il est important d'être capable de communiquer les bons messages, d'être capable de parler avec des autres décideurs et de partager. Et je crois que c'est un peu le problème et comment le positionner dans l'organisation. Bref, c'est super intéressant. Et dernière nouvelle qui est un retour de ce que j'ai mentionné la semaine dernière sur le fait de brancher des moniteurs LG, il y avait par le Windows Update, à nous arriver automatiquement une mise à jour, un driver qui est installé. Ce que je n'avais pas mentionné, c'est que ça installe un pop-up de McAfee essentiellement. Fait qu'il y a eu un backlash énorme de cette stratégie-là qui est utilisée par LG. Par ailleurs, ce qui est mentionné, et je n'ai pas vu rien qui change ça, c'est que le comportement lui-même n'a pas été changé. Microsoft a juste mis pression sur LG pour que LG retire cette façon de faire-là. Donc, on est vraiment juste dans du gentleman agreement. Le chemin d'attaque demeure encore intéressant ou ce chemin-là est encore intéressant. Bref, ça complète les nouvelles de cette semaine. J'espère être un peu plus à jour la semaine prochaine, ce qui n'est pas garanti parce que j'ai plusieurs affaires sur le podcast que je travaille.
pour améliorer la structure, pour faire avancer la plateforme plus loin. Donc, bref, merci beaucoup. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Encore une fois, puis et comme toujours, j'écoute ce que vous avez à dire, autant en personne que par les différents canaux de communication. Il y a beaucoup de choses qui résultent de ces communications-là, de ces échanges-là que j'ai eus, et ça va se poursuivre. Donc, ne gênez-vous surtout pas. Je suis à l'écoute. Merci et je vous souhaite une excellente semaine.